Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Fameux, votre podcast favori pour pouvoir aller faire vos 10 000 pas. Aujourd'hui, notre invité, c'est Hervé, que je vais laisser se présenter. Bonjour Gaëtan, bonjour Benjamin, Hervé, Hervé Inglebert, 58 ans, je suis ravi d'être parmi vous. On est ravis de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est normal, Benjamin? Et du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu plus à Gaëtan, parce que moi, du coup, on se connaît un petit peu, Ouais. savoir un petit peu ton parcours de vie, vraiment le Hervé adolescent, comment tu as grandi, et un petit peu ton processus et le Hervé d'aujourd'hui. Rassure-moi, je suis pas à la gendarmerie là. Non, bah écoutez, mon parcours de vie, je suis né à Nancy, qui s'y frotte six pics en Meurthe-et-Moselle. Ensuite, j'ai grandi dans le bassin de Longwy. J'ai fait mes études supérieures à Metz, donc toujours en fait en Lorraine. Et puis après, j'ai eu une carrière de commercial qui a débuté dans les Vosges, qui s'est poursuivie dans le sud de la France. Après, je suis parti vivre 9 ans en Pologne, à Cracovie, et je suis revenu dans le sud de la France, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis installé à La Ragne, puisque mon épouse aussi est psychologue à l'hôpital. Donc voilà comment j'arrive ici dans le sud-est. Et professionnellement, après la Pologne, je me suis surtout orienté dans mes passions, qui étaient le sport, et toujours attiré par le sport de haut niveau. J'avais des collègues, et surtout un ami d'enfance qui était sportif de haut niveau, puisqu'il avait fait les JO de Barcelone en volleyball, Eric Wolfer. Et donc, je me suis vraiment penché sur un parent pauvre, avec la rencontre de rugbyman en top 14, un parent pauvre du sport qui était la récupération, où on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup pour récupérer. Et je me suis documenté, etc. Et est né aujourd'hui une remorque mobile, une solution mobile, qui pratique la récupération pour les sportifs de haut niveau, avec lequel on a fait quand même une paire de beaux événements, dont le Tour de France femmes, l'Euro 2024 avec l'équipe suisse, et la Coupe du Monde à Briançon d'escalade, etc. Il y a eu quand même pas mal de beaux événements. Voilà. Ok, donc tu pars avec ta petite remorque, ta petite roulotte et ta Ouais, c'est pas une petite roulotte parce que en fait c'est un semi-remorque. Petite roulotte, ouais. Que j'ai eu d'ailleurs le privilège et l'occasion de tester. Voilà, tu la Ok. connais, Benjamin. En fait, c'est un semi-remorque c'est une base de remorque frigo qui a été complètement réaménagée. Ok. Donc elle fait quand même 13 mètres 80 de long sur 2 mètres de mémoire, 2 mètres 55 de large, Ok. et dans lequel on a différents matériels qui servent à la récupération des sportifs de haut niveau. Alors si on part d'un côté pour terminer à la fin, de devant pour terminer à la fin, on va avoir une cryothérapie corps entier électrique, dans lequel on peut passer jusqu'à 3 sportifs ou sportives. Ok. On a une cabine de neuro-relaxation qui sert surtout à faire des micro-siestes pour les sportifs, parce qu'on sait qu'en compétition ou en phase de préqualification pour des grands événements sportifs, on est toujours un peu tendu, nerveux, on a du mal à trouver le sommeil. Donc on a une cabine de neuro-relaxation, où aussi on a des programmes de sophrologie, de détente. Dans cette cabine, on retrouve de la luminothérapie, des arômes, et surtout un isolement sensoriel complet grâce à un casque anti-bruit. Ouais. Ensuite, on a 2 tables de massage électrique sur lesquelles on va pratiquer la pressothérapie. Ouais. Donc pressothérapie, beaucoup de sportifs connaissent aussi en jambes, mais par exemple pour la Coupe du Monde d'escalade, on a de la pressothérapie aussi pour bras et épaules. Ensuite, on a quelque chose de moins connu qui est la photobiomodulation, qui est une lumière rouge neutre qui est utilisée beaucoup en cancérologie à Gustave Roussy aujourd'hui, qui est de la lumière ni chaude ni froide, neutre, mais qui provoque, pour vulgariser, c'est un peu plus complexe que ça, mais pour vulgariser, qui provoque de la régénération cellulaire. Ok. Donc on va, en cancérologie, ils traitent surtout en post-opératoire pour résorber les cicatrices, et on s'est aperçu par effet induit que ça traitait aussi la douleur. D'accord. Donc on utilise la photobiomodulation. Après on a de l'hydrothérapie, je ne vais pas dire de la balnéothérapie parce que c'est une baignoire médicale qu'on retrouve dans les thermes.
Tu connais, Benjamin, où là, on va avoir du drainage lymphatique à 4 bars de pression. Et on ressort un peu, on dort bien une fois qu'on est passé là-dedans. Et ensuite, on a encore quelque chose qui est moins connu en France, qui est de l'infrathérapie. Ce sont des fauteuils ergonomiques qui s'allongent, où on s'allonge à 180 degrés. Oui. Et on a un rayonnement infrarouge basse température au niveau de la colonne vertébrale. Ok. Qui va interagir sur le système nerveux de la colonne vertébrale et provoquer un relâchement musculaire. Ok, ça va interagir directement sur la moelle épinière, Voilà. du coup. Et après, on a du petit matériel, on va dire, de kiné, puisque la remorque et moi, à l'intérieur, on est au service des sportifs, mais surtout au service des protocoles que le team médical met en place. Ok. Voilà. Toi, à titre perso, c'est quoi ton équipement préféré? C'est pas mon préféré. Je serais tenté de dire que, à travers les expériences que j'ai eues, les médecins privilégient dans le protocole aujourd'hui cryo plus infrathérapie, puisqu'on va avoir un froid chaud. La cryothérapie électrique que l'on a, Mecotech, à l'intérieur de la remorque, c'est du moins 90. Mais c'est un froid sec. Donc la sensation est complètement différente par rapport à un sportif qui va faire un bain de glace. Tout à fait. C'est beaucoup plus supportable. Et après, dès qu'il est sorti, il va dans l'infrathérapie. L'infrathérapie, c'est... les gens vont assimiler ça à un sauna, sauf qu'on ne cherche pas la transpiration. Donc en fait, on a une pièce qui est agréable, entre 37 et 38 degrés, à la température corporelle. Et le but, c'est pas de rechercher la sudation, parce que le sportif, après un entraînement ou après une compétition, il a besoin de se recharger et de boire beaucoup. Et le but, c'est pas de leur faire transpirer. Donc, le protocole utilisé, dans 90% des cas, c'est cryo plus infra. Ensuite, la presso, mais elle est obligatoire pratiquement chez tous les sportifs, et on a l'avantage dans la remorque d'avoir des bottes de presso en sac à dos. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'équipe suisse, ils en avaient déjà, le staff médical, mais en complément, il y a des joueurs qui prenaient les bottes dans leur chambre. C'est-à-dire, voilà, ils jouent à la play, En détente avec les bottes. En détente, ou ils regardent la téloche ou leur téléphone, et ils se font une séance de 20 à 40 minutes, suivant le temps qu'ils ont, de presso. Les tables de massage ont servi surtout à la photobiomodulation, et pour d'autres événements où je travaillais avec des kinés à l'intérieur pour des séances de massage appropriées. La balnéo sert surtout le soir, l'hydrothérapie sert surtout le soir, parce qu'un drainage lymphatique, on en ressort, on sent cette sensation de besoin de sommeil, etc. Et on ne peut pas, par exemple, l'utiliser avant la compétition. Alors que la cryo, certains sportifs, et ça je l'ai vécu dans l'automobile, sur des courses auto, courses de Pâques à Nogaro, certains pilotes venaient faire une cryo 20 minutes avant leur course. Parce que quand on ressort, on a un effet, on a l'impression vivifiant, dopant. Voilà. Oui, tu as pris un effet de dopamine et du coup, tu peux avoir certains sportifs où ça leur permet de se concentrer à ce moment-là. Et la cryo, justement, quand elle est utilisée sur des plus longues périodes, un peu comme là dans le Tour de France avec l'équipe féminine Saint-Michel, Mavic, ou alors avec l'équipe suisse, la Nati, à l'Euro 2024, elle est répétitive tous les jours. Donc en fait, il y a l'effet qu'on a avec la cryo quand on va faire une séance de cryo comme un des mortels, comme toi, même si tu fais du sport, Benjamin, comme moi, comme toi, et où là on va avoir certains effets. Et quand on utilise la cryothérapie en cure, je dirais journellement, on observe des modifications, on va dire, d'hormones, de bien-être, du sommeil, etc., qui amènent des résultats, on va tenter de dire, plus profonds. Et on le retrouve surtout dans le médical, dont je ne m'occupe pas du tout, mais Cryothéra, eux, ont ce volet-là, dans leur centre fixe. La cryothérapie, on va l'utiliser sur certaines pathologies musculaires, tendineuses et aussi au niveau osseuse. Et on s'aperçoit que les gens viennent faire des cures de 10 jours. La cryothérapie ne soigne pas, ne va pas soigner une maladie, mais améliore la douleur. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit que les gens qui sont sous anti-inflammatoires, etc., pour la douleur, après cette cure de 10 jours, n'utilisent plus le traitement de la douleur
Et au fur et à mesure de l'espacement des séances, quand on a fait une cure de 10 jours, ça remonte. Donc on peut avoir des gens qui viennent faire 10 jours de cure, 15 jours à la maison, et quand la douleur redevient non supportable, renchaîne sur une cure de 10 jours. Voilà, donc les bienfaits de la cryothérapie. Mais c'est rigolo parce que ça me fait penser... D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Une personne qu'on connaissait en commun au centre de rééducation de sportifs au CERS à Cabreton. Marc Bartomeuf. Voilà. Et du coup, moi, j'ai fait 2 séjours là-bas dans le centre de rééducation pour sportifs. Donc, c'est des séjours de 3 semaines à 1 mois. Et pendant 3 semaines à 1 mois, je fais de la cryo et tous les jours. Et tu vois les bienfaits sur ton sommeil, sur ta récupération. T'es plus apaisé. Ça a vraiment une multitude de facteurs. Et ce que tu dis, ouais, c'est important. Vraiment, quand tu le fais sur plusieurs jours, tu vois vraiment la différence. La difficulté aujourd'hui, je pense, en général, de la cryo, par expérience, avec les teams médicaux, c'est que au sein du monde médical, les avis, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Idem quand j'ai le monde médical ou paramédical, avec surtout les kinés. Kiné du sport, c'est assez relativement compliqué parce que on le savoir plus que le savoir des fois. Et vous avez les kinés qui sont persuadés que ça apporte quelque chose, les médecins aussi. La Nati avait 2 médecins Ce qui était agréable avec la Nati, de travailler avec eux, c'est que le team médical se documentait sans arrêt. Et quand j'échangeais avec les médecins, je parlais d'une étude qui était parue, par exemple, sur la photobiomodulation, qui est pas très connue, ils m'ont dit « Ah oui, tu peux me l'envoyer, etc. » J'y allais en anglais, mais c'est pas de problème, en voilà. Je leur envoyais les docs que j'avais, des études qui avaient été faites aussi par la NASA à l'époque sur la photobiomodulation, une étude qui avait été faite à Gustave Roussy en cancérologie, et ils étaient preneurs. Et ce qui m'a plu à l'Euro 2024 avec la Nati, c'est surtout ce team médical qui est pas de dire non, c'est pas bien. Je connais pas forcément c'est pas bien, ou alors on n'a pas assez de recul, etc. Et le cardiologue de la Nati me disait, en parlant de la neurorelaxation par exemple. Pour ceux qui nous écoutent, tu peux dire ce que c'est la Nati? La Nati, c'est l'équipe nationale suisse de football. Et en fait, le médecin disait, si ça ne nuit pas, ça ne peut faire que du bien. Parce que des fois aussi, chez le sportif, quand il est en stress, etc., il a besoin de cet effet, des fois, placebo. Bien sûr. Puis ça dépend des profils. Moi, je reviens à l'expérience que je te disais. C'est que tu n'es qu'avec des sportifs. Donc, tu es une centaine, voire 150 de sportifs. Et on réagit tous de la même manière. On échangeait. Il y en a... Moi, franchement, ça me faisait vraiment du bien sur les 3 semaines. Il y en a d'autres, ils ne voyaient pas forcément d'effet. Moi, ça me permettait de mieux dormir. Je pense que ça dépend aussi des profils, comment tu ressens la chose. La seule contre-indication, je dirais, pour les sportifs, c'est quand on est allergique au froid. Et où là, il faut faire attention. Après, pour le commun des mortels, il y a d'autres pathologies. Au niveau, les plus gros risques, quand on fait de la cryothérapie corps entier, c'est les risques d'AVC. Donc, il y a certaines contre-indications. L'avantage quand on travaille avec le sport de haut niveau, c'est que, par exemple, la Nati, j'ai été surpris, ils arrivent déjà, ils ont leur bilan médico complet. Donc, les médecins valident les protocoles. Et après, quand on vit 1 mois avec la Nati, on passe aussi, nous, staff, pour montrer l'exemple. Donc j'ai intégré le staff dans les mains du team médical pour voir si tout va bien, et surtout, ce que j'ai vécu pendant 1 mois, dans les mains des diététiciens. C'est-à-dire que, par exemple, l'alimentation qu'on avait avec la Nati, on pourrait croire comme dans le Tour de France, par exemple, où les sportives, puisque là c'était le Tour de France femmes, ont un régime, une diététique bien particulière pour la récupération, le soir, etc. Alors que le staff a un menu, on va dire, classique, et autant des fois se faire plaisir. Que là, la Suisse, le staff montre l'exemple. C'est-à-dire que ce que les joueurs mangent, le staff le mange. C'est pour faire un élan de peut-être solidarité. Solidarité, je pense. De cohésion, on est tous ensemble, voilà, tous pareils. Et cette rigueur suisse, peut-être d'origine germanique, l'exemple le plus flagrant, l'équipe a quand même été en 8e. Elle n'a pas réussi à percer le plafond de verre pour l'écart, et on y croyait. C'était une très belle équipe d'ailleurs. Ouais, contre l'Angleterre. On a vécu 1 mois où même les joueurs ou le staff, en cas de victoire, n'avaient pas droit à une bière. C'est-à-dire que
le staff intègre l'hôtel où c'est 0 alcool pendant 1 mois, même pas une coupe de champagne ou une bière hein, pour fêter la victoire. C'était très très rigoureux, quoi. Chose que peut-être tu as moins par exemple dans le cyclisme, où tu vois par exemple sur le Tour de France, où des fois quand tu as l'équipe qui a gagné l'étape, où ils font quand même un petit train. Voilà. Mais le cyclisme est très rigoureux, mais je pense que le cyclisme, je suis passionné de cyclisme. Moi, alors les footeux vont me dire, t'as eu de la chance quand même d'être avec la Nati, etc., de vivre cette expérience-là. Et les passionnés de cyclisme vont dire, t'as fait le Tour de France à l'intérieur avec une équipe et je devrais le refaire cette année. Ainsi que le Giro. À titre perso, j'ai préféré l'atmosphère du Tour de France, du cyclisme, que l'atmosphère du foot. Parce que le foot, en fait, aujourd'hui, c'est tellement médiatisé, tellement connu, et les joueurs ont une telle valeur que l'Euro 2024, quand j'appelais mon épouse et mes enfants qui jouent au foot, ils me disaient « Oh papa, la chance que tu as », je leur disais « Je suis dans une prison dorée ». J'avais ce sentiment-là. Ça retire en rien les relations humaines que j'ai créées ou qu'on a créées avec des joueurs, puisqu'on vit 1 mois en autarcie. Donc, les Suisses étaient très abordables, très aimables, l'ensemble des joueurs. Après, il y en a avec qui on accroche un peu plus, etc. Dans la vie de tous les jours. Ouais, comme dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je sais que j'ai gardé contact, ou j'échange encore beaucoup, par exemple avec Vincent Siro, qui est le capitaine de Toulouse, ou je dirais mon idole, parce que c'est un ambianceur, c'est vraiment c'est Brel Mbolo. Ouais. On s'appelle, c'est vraiment quelqu'un de très bien, avec son ami Denis Zakaria qui joue à l'AS Monaco. Mais on est dans un 5 étoiles, effectivement. Alors que dans le cyclisme, on a beau faire le Tour de France, on peut très bien tomber dans un bel hôtel, comme on peut tomber dans un hôtel moyen. Là, on est dans un 5 étoiles, avec un parc, on a tout à notre service, une diététique de folie, mais on est enfermé, on sort pas. On ne sort par jour que pour aller aux entraînements. Donc, le stade d'entraînement était à 300 mètres de l'hôtel. On était très bien, dans un parc arboré, etc. Mais voilà, on sortait. Moi, j'étais libre le matin, puisque à part l'hygiène de la remorque, etc., à partir de 10h, avoir fait le point avec les kinés et le médecin. Après, j'avais ma wildcard pour aller accompagner l'équipe à l'entraînement. Donc, j'en ai pris plein les yeux de voir tous les jours des entraînements de joueurs. Et c'était pas que des petits joueurs. Quand on prend rien que les 3 gardiens de l'équipe suisse, il y avait une sacrée valeur marchande. Et après, on rentre à l'hôtel. Et il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire que même le staff externe, au final, comme toi, tu es bloqué avec l'équipe pendant 1 mois. Quand je suis arrivé, voilà. Alors avant, il y avait eu papier d'identité, etc., à transmettre à la Nati. Et quand le camion est arrivé, on s'est garé en bordure du parc. Il y avait une porte spéciale d'accès qui était prévue, avec un tapis vert pour pas que... puisqu'on était en plein parc, donc le parc de l'hôtel, où ils pouvaient se détendre, faire des parties de badminton, etc. Un cours de tennis, une piscine extérieure. Et tout a été sécurisé, la remorque a été fermée. Donc on n'avait pas accès à la remorque, avec des bâches pour que le public ne voit pas l'extérieur qui monte dans la remorque, etc. Et la remorque, jour et nuit, avait un agent de sécurité pour pas qu'on s'approche de la remorque. Et l'hôtel était gardé, de mémoire, il y avait une dizaine d'agents de sécurité privés à l'extérieur, 2 à l'intérieur. Ensuite, il y a, pour vous dire un peu l'atmosphère au départ quand on arrive, après il y a 2 responsables, il y a le responsable sécurité de l'équipe, suisse, qui était un ancien, je crois, gendarme, des forces spéciales, etc., suisse. Et il y a l'UEFA qui délègue aussi un responsable sécurité qui est à l'intérieur de l'hôtel, et là qui fait partie de la police allemande, qui s'occupe des hautes personnalités, comme on a ça en France, quoi.
Ok. Donc tout est cadré avec un responsable communication. On dit pas n'importe quoi. Si on sort dehors un peu à la rencontre des fans en bordure d'hôtel, on évite de discuter avec eux ou que des banalités. Et vous êtes enfermé. Et après la sortie, c'est le match. Mais la sortie du match, vous montez dans le bus. Il est escorté par la police allemande. Ensuite, le bus, soit vous prenez l'avion et il rentre carrément sur le tarmac. Vous sortez du bus, vous montez dans l'avion. Vous descendez de l'avion, vous montez dans le bus. Escorté par la police, vous allez à l'hôtel. De l'hôtel, vous allez au match. Du match, si on a joué dans l'après-midi, etc., du match, vous montez dans le bus dans l'avion, l'avion à l'hôtel. Donc on est enfermé. Le Tour de France féminin, même masculin. Déjà, on n'est pas la seule équipe dans l'hôtel. On est des fois 2 ou 3 équipes. Oui, ensemble. Tu changes d'hôtel à chaque étape. On change d'hôtel à chaque étape. L'hôtel, s'il a des chambres, peut les vendre au commun des mortels. Donc il y a un mélange. Quand le soir, moi je faisais les soins, les mécanos démontent, lavent, etc., les vélos, le public vient, pose des questions, signe des autographes, il y a de l'échange. On n'est pas... ça bouge. Et cet échange avec le public, avec des passionnés de vélo, etc., j'ai trouvé ça super. Il y a moins de... C'est moins rigoureux, alors qu'on a un sport... le vélo, c'est un sport hyper dur. Les filles, elles ont une hygiène très stricte. Le staff bosse. Et je dirais le staff est corvéable plus que dans le foot. Parce que, par exemple, un mécano, il attend pas la journée de réparer le vélo. Le mécano, le matin, il a préparé les vélos sur les galeries. Ensuite, ils partent pour la course. Ils gèrent la course, s'il y a besoin de dépanner, etc. Et quand ils rentrent, les vélos sont entièrement démontés. Ça, je ne savais pas. Entièrement démontés, toutes les pièces sont relavées, graissées, etc. Entre chaque étape. Les vélos, après, sont re-réglés, stockés dans le camion. Comme il y a des vols maintenant sur le Tour de France, on a des vélos aujourd'hui qui ont une valeur de 15 000 euros. Les voitures, camions, bus, notre remorque, lavées tous les jours et ensuite fermées. C'est-à-dire que la course, les véhicules arrivent suivant les étapes, entre 17 et on va dire 19h30. C'est une course jusqu'à 20h pour les coureuses. Là, je fais les soins. De 20h à 21h, on a le nettoyage. Généralement, on termine entre 21h et 22h, suivant l'arrivée. Et là, on se boit une bière. Et ensuite, on va manger. Les coureuses ont déjà mangé, sont parties en chambre. En fait, j'ai compris, c'est la bière qui est important. Non, dans le foot, il n'y a pas la bière. Dans le foot, il n'y a pas la bière. Ouais, je pense que dans le foot, ça dépend en fait. Oui. Ça dépend en fait des équipes. Après, les Suisses, on les connaît, ils sont beaucoup plus stricts que Alors, j'ai une anecdote, nations. si ça vous intéresse, j'ai une anecdote. On avait en fait des diététiciens qui étaient tellement rigoureux que, par exemple, je mange plus de brocoli. T'en as trop mangé. J'en ai trop mangé et cuit à l'eau. Ah ouais. Donc, c'est Ça aurait pu faire l'effet inverse aussi. Ça aurait pu te donner envie de continuer à manger les brocolis après. Non, mais la diététique, j'y tiens, mais pas comme ça, quoi. Là, le taux de sucre, le taux de sel est mesuré à chaque repas. Ouais, potassium. Tout. Les joueurs, Là, les macros, ils sont suivis. les joueurs sont piqués tous les matins. Enfin, quand je dis piqués, c'est au doigt. Ouais, précise bien. Oui. Parce que tous les matins, injection. Non, tous les matins, en fait, ils ont leur test. On mesure l'hydratation, on mesure s'il y a une fatigue. Peut-être l'insuline. Voilà, l'insuline et tout. Et de là, le dosage est mis dans les gourdes. Le dosage de l'apport est mis dans les gourdes au niveau de l'entraînement, etc. Et quand ils sont dans leur repas, on n'a ni sel ni sucre. Par contre, Et donc l'anecdote, pour te terminer, Oui, l'anecdote, c'est que le type médical, en fait, le bâtiment de l'hôtel avait plusieurs bâtiments et il y avait une belle salle de réunion, un beau bâtiment qu'ils avaient vidé complètement, dans lequel il y avait le staff médical avec un caisson hyperbar, les tables de massage, etc., télé, grand écran. Vraiment, ils avaient fait ça bien. Et derrière, il y avait une petite terrasse et de la terrasse, tu rejoignais la remorque. Et un jour, j'étais en train de faire des soins, je me rappelle, j'étais avec Akenji et il sort et je vois le médecin qui me fait signe, qui me dit « Ah mais viens voir ». Donc je sors, on est tranquille, on est en claquette, en short, c'est pas désagréable quand même comme métier. Et je vais les rejoindre, il me dit « Ah Hervé, tu viens tout à l'heure, après les soins,
À 18h, on fait un petit apéro. Je dis, pourquoi un apéro? Ouais, t'inquiète, on n'a pas invité les diététiciens, ils sont pas au courant. J'ai ramené une raclette, on se fait une raclette suisse. Et en fait, on a fait une raclette suisse, on a torché une paire de bouteilles de blanc. Ah, tu nous dis pas tout. et les médecins avaient dit, surtout, on n'en parle pas aux diététiciens. Et les joueurs, il n'y avait pas les joueurs, c'était que le staff. Mais même l'entraîneur de l'équipe, ainsi que le manager général, étaient venus. Je pense que ça pesait à tout le monde, quoi. Tu ressens ça un peu quand même comme de la privation, même si les assiettes sont bien présentées. Tu imagines la Suisse est arrivée avec ses 2 cuisiniers, dont un qui est en Suisse au Michelin. Les assiettes sont bien présentées. Par contre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre. Pour rentrer un peu plus dans le détail de l'Euro 2024. Oui, parce que tu es passionné de football, je le sais, Benjamin. Est-ce que du coup, tu pourrais expliquer un petit peu comment toi, tu as vécu, mais vraiment le côté officiel de la chose, et comment tu vivais émotionnellement les matchs? Est-ce que tu te sentais concerné? Pas vraiment? J'ai été plus concerné au niveau émotionnel avec l'équipe de France militaire de rugby féminine. J'ai travaillé pour le CNSD avec cette remorque sur plusieurs événements. Coupe du Monde 7 à Agen, garçon. Et championnat de France militaire aussi féminine. Un stage de l'équipe de France féminine de foot militaire, qui a été championne du monde aux États-Unis. Et le stage d'1 mois à Mont-de-Marsan, stage de sélection de l'équipe de France féminine militaire de rugby, avant son départ pour la Nouvelle-Zélande, où ils ont été championnes du monde. Et là, j'ai été vraiment, vraiment intégré au staff, puisque le soir, il y avait des débriefs et il y avait des réunions où la remorque était devenue un peu le bureau des pleurs des filles, parce qu'elles étaient en sélection, elles étaient 40, ils allaient en garder 27. Et donc, lors des entraînements, quand une fille avait pris une béquille, commençait à avoir une petite douleur à la cheville, etc., j'étais un peu le confident. C'est des filles qui pouvaient être mes filles. Elles avaient on va dire entre 20 et la plus âgée, je crois, avait 32 ans. C'est l'âge de ma grande fille. Et donc, j'étais un peu le confident, et surtout ne pas dire au staff. Et tous les soirs, on avait une réunion où j'étais intégré au staff, où la récupération avait vraiment son importance. Et quand on débriefait, le staff, le manager me demandait est-ce qu'il y a des filles avec des problèmes, etc. Et à moi de garder la confiance des filles, et aussi d'avertir le staff si une pathologie plus importante pouvait mettre la sélection de la fille ou sa santé en question, quoi. Donc, émotionnellement, c'était plus fort que l'équipe suisse. L'équipe suisse, dans le foot, tout est tellement organisé que on ressent pas les mêmes choses. Par contre, t'es intégré, ou quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, tu dépends du staff médical. Il y a dans le staff médical un kiné en chef. Par exemple, la Suisse avait 2 médecins, donc un cardiologue et un chef de service, parce qu'ils ne sont pas à 100% avec l'équipe suisse, ils ont un métier à côté. Et il y avait 4 kinés, dont un en chef, et 2 masseurs. Et moi, j'étais intégré au staff médical. Et, par exemple, pour les repas, le midi et le soir, ou le petit déjeuner, tu déjeunes avec le staff médical. Tu déjeunes pas avec les joueurs, ou tu déjeunes pas avec les entraîneurs. Les entraîneurs, ils sont nombreux, ou les préparateurs physiques, puisqu'il y en avait 2, le service de com, etc. On se mélange pas. On échange, parce que les Suisses sont humbles et polis, que ce soit les joueurs, etc. Donc tu connais tout le monde, le matin, tout le monde se dit bonjour. Tu échanges beaucoup plus avec le staff médical. Mais on te donne l'importance que tu dois avoir, mais tu restes dans ton rôle.
c'est pas toi qui le matin va aller discuter, par exemple, avec l'entraîneur de l'équipe suisse. Par contre, tu discutes avec lui quand il te fait l'honneur de venir dans la remorque et de dire tiens, je vais tester la cryo. Voilà. Mais tu te sens intégré, tu vis les matchs. Ce qui était drôle, parce que je suivais aussi l'équipe de France avec Brel, le soir, c'était la détente après le repas. Ils avaient le bar qui était fermé automatiquement, ou qui pouvait donner des boissons contrôlées, on va dire, sans alcool. Et ils avaient fait venir des jeux. Donc, une table pour les échecs, un baby-foot, etc. Tout est sponsorisé en plus. Donc, c'était offert par Puma. Et là, les joueurs regardaient les autres matchs. Bien sûr. Certains jouent aux échecs. Comme, espace détente. Ouais, espace détente, comme Kobel. Le gardien de l'Inter aussi. Le Sommer. Voilà, qui sont des gens beaucoup plus calmes. Et puis, tu avais les ambianceurs comme Brel Mbolo, Zach, qui regardaient le foot. Et là, tu peux regarder avec eux, quoi. Donc, c'était un moment d'échange. T'es vraiment intégré. T'as envie qu'ils gagnent. Et parallèlement, je suis français, j'avais envie que la France aille loin. Par contre, quand j'ai vu le parcours atypique qu'ils ont eu, les Français, j'avais envie que la Suisse aille loin, parce que j'avais envie de proroger aussi l'aventure. Bien sûr. Voilà, donc... t'as envie presque que ça aille au bout. T'as envie que ça aille au bout, quoi. Voilà. Et tu vis émotionnellement avec eux, puisque quand t'as les joueurs dans la remorque qui se créent des échanges, tu parles avec eux, etc. Tu parles du match, qu'à ces moments-là. Après, quand tu regardes un match de foot, tu vis le match de foot que tu regardes avec eux. Et après, ils ont des phases. C'est pas on n'est pas dans le sport amateur là. Tu vois, on se dit bonjour le matin, ou quand on se croise, parce qu'ils allaient en vélo à l'entraînement. Nous, on y allait à pied. Tu parles à 300 mètres, on marchait avec le médecin. Il parle, salut Hermé. Mbolo me disait, salut boss. Voilà. Et après, quand ils sont à l'entraînement, ils viennent pas discuter avec toi. Toi, c'est sur le banc, tu regardes, t'observes, et ils sont concentrés. Et il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. C'est très respectueux. Et ce qui m'a le plus touché, c'est quand les joueurs dans la remorque, le soin qu'ils apportent à tout, t'es pas leur larbin. C'est-à-dire que, par exemple, ils arrivaient en short t-shirt, chaussettes, claquettes pour les soins. Moi, je leur donnais des claquettes, des chaussettes spéciales pour la cryo, les moufles pour les équiper, je leur préparais. Ils changent, ils ont leur petit casier dans la remorque. Et après, quand ils te retiraient, ils te rangeaient les affaires. Ça m'a étonné, ça. Les filles dans le rugby, elles sortent les claquettes, les chaussettes, il y a tout qui vole. Elles s'en foutaient. Que là, tout est rangé. C'était assez impressionnant. Ouais, ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué, parce que je me dis, bon, tu prends Sommer, on a discuté avec certains un peu salaires, etc. T'as des mecs, faut pas les brûler, faut en prendre soin quand même. Ils ont des contrats d'assurance. Quand t'as des joueurs qui ont une valeur de 60 millions d'euros, tu fais pas de conneries avec. Et c'était en toute... D'ailleurs, ça peut paraître fou de te dire que t'es à côté des joueurs qui ont une valeur marchande à un prix qui est quand même considérable. Et surtout que c'est toi qui vas les manipuler. Ouais, mais tu rentres vite dedans. Je suis arrivé, moi... J'étais monté à Reims. De Reims, on avait pris la remorque jusqu'à Stuttgart avec le chauffeur, donc je suis arrivé en camion. Quand je suis arrivé, l'équipe venait juste d'arriver, donc c'était le brouhaha complet dans l'hôtel, des flics partout, etc. Donc moi, je suis arrivé sans badge. La première chose qu'on a fait, j'ai un responsable administratif de l'équipe qui m'a pris, qui m'a fait mon badge, qui a tout vérifié pour que je puisse rentrer dans l'hôtel, autrement tu rentres pas sans badge. Et la première journée, une fois que j'ai pris possession de ma chambre, etc., je me suis dit, waouh, j'étais un peu impressionné, quoi. Tu connais personne. L'équipe suisse, on parle 3 langues, 4 langues. Je serais tenté de dire. On parle l'italien, on parle l'allemand, on parle le français. Et donc, j'avais des joueurs, moi, qui parlaient pas français. T'as des joueurs de l'effectif qui parlaient pas du tout français ? Ouais. En fait, j'ai 50% de l'effectif qui parlait pas français, donc où toutes les conversations se faisaient en anglais. Et l'anglais, ça maîtrise bien, par contre. Ouais, tous les joueurs maîtrisent. J'avais qu'un seul joueur, quoi,
qui maîtrisait pas trop bien l'anglais, mais comme il venait par groupe, à part Sommer, qui lui aimait être seul. C'est vrai? Sommer est... Oh, je vais pas trahir de secret, là. C'est vraiment un joueur qui m'a impressionné et qui correspond pas aux standards aujourd'hui de ce qu'on voit des jeunes joueurs de foot qui sont à fond avec le téléphone, à fond avec en chambre, qui jouent. Et ils peuvent faire que ça. Quand ils ont des temps de repos, ils sont enfermés dans leur chambre. Donc Sommer, lui, je le voyais de ma remorque sur son balcon en train de bouquiner. Quand il venait faire ses séances de récup, il prend un bouquin. Il y avait aussi Vincent Siro qui faisait ça. Parce que dans l'infrathérapie, ils sont allongés dans les fauteuils, cool après la cryo, et ils restent en moyenne entre 30 et 40 minutes. Et là, il se prenait un bouquin tranquille, et il aimait être seul. Ok. Ah, c'est des petites anecdotes rigolotes. Alors que t'en as d'autres qui venaient en groupe. Et... Ah bah, mes ambianceurs que j'adore, Brel, lui, il arrivait avec Nvogo, avec Zach, et Hervé, parce qu'on a une chaîne, enfin, on a de la musique, on choisit ce qu'on veut, et là, on mettait la musique, etc. Et ils étaient avec leur téléphone, ils appelaient la famille, ça déconnait dans la remorque. Et j'aimais le soir parce que je savais qu'ils allaient arriver, et c'était un bon moment dans la remorque. Et du coup, ils viennent toujours par groupe, mis à part ceux qui veulent être seuls? Non, en fait, ils viennent suivant le planning des soins. Alors, bon, le soir, parce que ça doit être comme ça, je sais pas pourquoi, le soir, après les soins massants, j'avais ce que j'appelle les ambianceurs. Il y avait Vincent Hendol, il y avait Hendol aussi qui venait avec eux. Il faudrait que je regarde les photos parce que ils étaient 3 ou 4. Mais c'était toujours le même groupe. C'était toujours le même groupe. Et les soins, en fait, démarraient à partir de... tout de suite après le repas. En fait, l'entraînement se terminait, on va dire, à 1h moins le quart. Le temps qu'ils prennent à 1h moins le quart, ils se douchaient pas. Ils arrivaient tout de suite. Il y avait certains qui allaient en chambre se doucher. Et t'en avais, tout de suite après l'entraînement, certains, ils passaient tout de suite au bain de glace. Au niveau des jambes. 4 minutes tous les matins, on alimentait 50 kilos de glace dans le bain pour que ce soit à bonne température quand ils rentrent de l'entraînement. Ils faisaient le bain de glace après leur douche. 13h, 13h15, c'est leur repas. J'étais surpris, les joueurs de foot mangent très très vite. Ok. Et pas beaucoup de mastication. Ouais, leur repas, 13h15, 14h, premier soin. Alors il y a ceux qui sont en chambre, suivant le programme, puisqu'ils passent pas tous en même temps. Et donc moi, à partir de 14h, j'avais des équipes et je notais. J'avais mes fiches que je donnais tous les jours au médecin ou au kiné en chef de qui était passé. Et en fait, je sais plus combien il y avait de joueurs, je crois que c'est 23 ou 24 joueurs qui étaient là. J'avais tous les jours, on va dire, 17-18 joueurs. J'en ai qui venaient plus occasionnellement, et j'en ai un qui est jamais venu parce qu'il avait horreur de la cryo. Oui, parce que c'est ce que j'allais te demander. C'est pas non plus une obligation. C'est à leur disposition. C'est à leur disposition, mais à l'inverse du cyclisme, où là, c'est pas encore entré dans les mœurs, et les timings sont complètement différents. Par exemple, sur le Tour de France, là, on a des joueurs de foot qui connaissent la cryo. Tous connaissent la cryo, tous connaissent la presso. L'infrathérapie, il y avait que les Allemands qui connaissent, certains joueurs allemands. Parce qu'en fait, l'infrathérapie qu'il y a dans la remorque sont des sièges ergonomiques qui sont fabriqués en Autriche. Et le Bayern de Munich en est occupé. Il y a Mönchengladbach, il y a plusieurs clubs allemands qui ont ça. Donc les joueurs qui jouent en Allemagne connaissaient, d'autres connaissaient pas. Et ça leur amenait un certain confort, et ils sont à la recherche. C'est des bêtes de performance quand même. Alors, ça doit être pareil dans toutes les équipes, on va dire. L'équipe de France, les Anglais, les Italiens, les Allemands, c'est des machines. Et où, durant ce mois-là, le staff est au service des joueurs pour qu'ils soient le plus performants et que rien ne les perturbe. Et ça, c'est important. On m'a briefé au départ. Donc,
c'est très réglementé et tu es au service pour que le joueur soit à son plein potentiel pendant la compétition. Et ils le savent, les joueurs. Ils en sont conscients et ils sont dans leur monde, quoi, dans leur bulle. Du coup, si tu te mets à leur place, est-ce que des fois tu aurais peut-être tendance aussi à comprendre que ils sont tellement d'un côté idolâtrés, après on leur met tout à disposition, que c'est dur un peu d'avoir les pieds sur terre et de savoir ce que c'est la vie réelle? Ouais, T'as un peu échangé avec eux? j'ai une anecdote, je dirais pas le nom du joueur, il va bientôt arrêter le foot et il en est très conscient, donc c'est pas un rêveur. Il m'a dit, Hervé, le mois dernier, j'ai réglé moi-même mes premières factures. Il m'a dit, j'ai découvert ce que c'était de régler ses premières factures. Il me dit, ça à moi qui ai 58 ans, quoi. J'hallucinais. Mais ils sont choyés et pour ne penser qu'au foot. Par contre, ils sont très, très bien élevés. Alors, est-ce que c'est les centres de formation qui les ont mis, qui leur ont appris comme ça? C'est très, très respectueux. Et ça, que ça soit, oui, l'ensemble de l'effectif. L'ensemble de l'effectif, oui. Alors, est-ce que c'est propre aux Suisses? J'ai pas assez de recul, j'ai pas vécu avec l'équipe de France, etc. Par contre, c'est très, très respectueux. Après, c'est vrai qu'on dit quand même que les Suisses, il y a quand même une discipline, une rigueur, une Dans la mentalité nationale. une politesse. Ouais, mais on arrive... bon, le médecin qui était cardiologue, là, était français, donc de la Suisse romande, je crois. Et on plaisantait, on se chambrait entre Suisses et Français, entre nous. Il y avait une belle connivence. D'ailleurs, quel regard ils ont par rapport à l'équipe de France ou à la France de manière générale? Ouais, il y a une anecdote. Ils n'aiment pas trop l'équipe de France. En fait, ils n'aiment pas trop l'équipe de France. Il y a quand même des joueurs qui jouent en France, hein, rien que Brel. Mais la mentalité de l'équipe de France, c'est un peu la grosse tête, le staff. Et il y a une anecdote, une histoire de poignée de main où entre coachs se sont pas serrés la main à côté. Et les Suisses ont été assez marqués. Souvent, j'entendais dans les discussions, pas avec le staff médical, ah oui, vous, les Français, ceci, cela, on abordait des discussions, mais ils m'ont toujours respecté quand même. Et est-ce que plus de tu penses que, mis à part qu'ils pensent qu'à leur sport, qu'au foot, est-ce qu'ils s'intéressent quand même à d'autres sujets, que ce soit la politique, la société, la culture? Moi, je pense que certains joueurs comme Grégory Sommer sont des gens hyper cultivés. D'autres, on était plus dans la déconne. Donc, on n'a pas abordé de sujets sur la politique, etc. On a abordé ces sujets-là un peu plus. Tu vois, quand on a fait notre petite raclette secrète, on a discuté un peu avec le staff médical que je connaissais mieux. J'ai changé aussi pas mal avec le directeur de la com. Pourquoi? Parce que la com suisse, je veux dire la télé suisse est venue faire un reportage où j'ai dû présenter la remorque, etc. Donc on a préparé en amont le discours qu'il fallait tenir, etc. avec le responsable de l'équipe, de la communication. Après, ils ont aussi leurs responsables réseaux sociaux, etc. où ils font des parutions. Donc j'ai échangé avec eux parce qu'ils sont venus dans la remorque. Mais autrement, c'était plus avec le staff médical que j'avais des échanges. Et au jour d'aujourd'hui, tu as toujours des contacts, du coup, tu nous disais, avec certains joueurs. Et est-ce que tu as aussi gardé le contact pour potentiellement faire d'autres événements compétitifs avec eux? J'ai toujours le numéro de téléphone du manager général de l'équipe. J'ai les contacts avec le staff médical et certains joueurs. Maintenant, on reste à la disposition s'ils ont besoin. Je sais qu'ils avaient évoqué le sujet pour la Coupe du Monde à venir. Bon, elle va avoir lieu loin d'ici. Loin d'ici, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, je crois. Je crois que l'équipe suisse, elle va, de ce qui se disait, elle va être basée dans un premier temps sur la première phase au Canada. Nous, avec Cryoterra, on s'est documenté sur la possibilité d'amener la remorque là-bas, c'est possible. Elle naviguera par bateau, si ça doit se faire. Ensuite, on reste à leur service s'il y a besoin, quoi.
Toi, du coup, à titre perso, c'est quelque chose que tu aimerais de nouveau Ah, mais moi, je suis fan. connaître Oui, oui, oui. par l'intermédiaire, en plus de là, potentiellement, ce serait une Coupe du Monde. Et j'adore, Plus... en fait, par rapport. Alors, l'équipe de France, je le vis de l'extérieur par rapport au reportage, à ce que je peux lire, quoi. L'équipe suisse, je l'ai vécu de l'intérieur. Pour moi, c'est le staff que j'ai connu, même si c'est pas la même mentalité que nous, etc. J'ai adoré. J'ai adoré, même si j'avais le sentiment de cette prison dorée, de rester enfermé. Mais on supporte, on sait que c'est pour un mois, ou au mieux un mois et demi, quoi. Mais, ou moins si tu sors pas de la poule. Et après, t'as pas forcément des contrats d'exclusivité où potentiellement on pourrait te dire, bah, t'as travaillé avec la Suisse, tu vas pas aller avec une autre nation derrière. Non, non, non. Mais par contre, au niveau de la communication, on peut pas faire les seuls posts. Bah, tu m'as suivi. Que j'ai communiqué, c'était sur mon Facebook privé et qui est pas ouvert, où on peut des fois même pas partager mes photos, quoi. Il y a aucune communication à côté parce que tout est géré par la com. Tu vois, Cryoterra, qui détient la remorque, n'a pas. Je sais qu'il y a eu un clash parce que ils ont communiqué avec France 3 et c'était interdit dans le contrat. Donc c'est revenu, j'ai été convoqué un matin en me demandant ce qui s'était passé, comment ils avaient eu les infos, alors que ça venait pas de moi, ça venait de la direction de Cryoterra, qui voulait montrer que la remorque était avec l'équipe suisse, alors qu'il y avait interdiction. L'équipe suisse avait payé pour avoir la remorque, et a des contrats avec des sponsors, surtout dans des événements comme ça, et il faut respecter les deals. D'où, parce que c'était secret. En fait, aucune équipe, l'équipe suisse ne voulait pas communiquer sur le fait qu'elle avait ce petit plus pour la récupération. Elle voulait que ça reste secret, quoi. Et du coup, c'est passé sur France 3, et bien sûr, entre journalistes, il y a un journaliste suisse qui a eu vent de l'info, qui a tout de suite appelé le directeur de la com en disant c'est quoi ça, pourquoi la France ils sont au courant que vous avez un truc, nous on n'est pas au courant. Et donc on a fait une mini réunion de crise, on va dire, et ils ont fait venir la télé suisse où j'ai dû présenter la remorque, etc., et dire pourquoi la remorque était là, mais sous contrôle, et c'était préparé avec les responsables communication de l'équipe suisse. Où un peu tous les mots sont pesés. Voilà, j'avais l'impression... Faut en dire, mais pas trop non plus. En gros, t'as la trame. J'avais l'impression d'être une réunion politique là où il faut pas dire n'importe quoi. Non, là-dessus, c'est très, très strict. Voilà, t'inquiète, aujourd'hui, tu peux dire ce que tu veux. Oui, non, mais là, je raconte des anecdotes. C'est après ta vision, je sais pas, court terme, moyen terme, long terme, par rapport à la remorque, ou toi, ce que tu veux un petit peu développer, ça serait quoi? Moi, je pense que la remorque, du fait de sa mobilité, elle a sa place dans le cyclisme avant tout, ou sur des événements comme ça, puisque elle n'a pas lieu de rester en fixe à un endroit. Si on a inventé une solution mobile, c'est bien pour qu'elle se déplace. Après, on est ouvert à tous les... L'avantage de la remorque, sa richesse, on va dire, du côté humain, c'est que tu vis des événements dans différents sports. Là, tu vois, on est en pourparlers avec un gros tournoi WTA féminin, donc tennis, avec les meilleurs mondiales. Et ça va être intéressant, puisque moi qui viens à la base du tennis, de retrouver le tennis de haut niveau, ça peut être intéressant, quoi. D'ailleurs, ton joueur préféré en tennis? J'en ai plus aujourd'hui. Moi, j'ai vibré, parce que c'était mon époque, quand j'étais gamin, sur Björn Borg. Ok. Et j'ai été fan, bien sûr, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger quelques balles. T'as été fan d'un Suisse ou pas? J'ai Federer, bien sûr, après, mais j'ai été fan de Yannick Noah, puisque moi, j'ai joué en régional, et lors d'une exhibition, il y avait encore Elina Stase, etc. J'ai eu l'occasion, j'étais gamin, d'échanger des balles. Ils nous ont fait jouer un entraînement avec Yannick Noah, et c'est fabuleux quand tu vis ça. Et on reste des gamins parce que c'est fabuleux quand tu vis un événement, peu importe l'âge, à 55, j'ai commencé à faire ça à partir de 55 ans, que tu vis
des événements dans le sport de haut niveau, de l'intérieur, quel que soit le sport. Tu restes un gamin, tu vibres. Et j'ai un profond respect pour les sportifs de haut niveau. En fait, c'est ce que j'ai pas été. Tu sais que j'allais te poser la question si tu aurais souhaité. Je rêvais de devenir un sportif de haut niveau. Je pense que mon père, qui était directeur d'école, et avait des principes. C'était l'époque où commençaient à se développer les sports-études. Et en tennis, à Metz, il commençait à avoir un sport-études. Je me rappelle, on a joué beaucoup avec les fils Pedros, qui tenaient un magasin, le papa tenait un magasin de sport à Longwio. Ils sont partis à Metz. Et tu vois, Raphaël, son fils, était en sport-études. Donc on jouait ensemble. Et il a terminé que sur les circuits satellites. Mon père m'expliquait que la pyramide était très dure. Et en fait, c'était l'école avant. Et je pense qu'il a eu raison, parce que aujourd'hui, avec du recul, je pense pas que j'aurais été un tennisman professionnel. Alors, professionnel en vivre, bien sûr, si tu as un monitorat de tennis, tu peux donner des cours, etc. Mais en compétition pure, je pense que oui, j'aurais peut-être végété sur des circuits nationaux ou autres. La pyramide est dure. Mais est-ce que toi, tu sentais en toi la petite flamme qui pouvait te dire je peux le faire? Je pense qu'on est comme tous les gamins quand on rêve. Moi, je vois bien mon fils, il rêve d'être footballeur professionnel. Oui, mais il y a peut-être le rêve et vraiment ce que tu ressens en toi si tu as la capacité. La capacité, mais je pense que, oui, maintenant que je connais des sportifs de haut niveau, je pense pas que j'avais les capacités de devenir un sportif de haut niveau. Et en fait, de là, mon respect et ma passion pour ces sportifs de haut niveau, parce que je pense que ils ont quelque chose en plus mentalement. Moi, j'ai connu, et je suis toujours ami là avec Eric Wolfer, mon ami d'enfance, qui a joué en équipe de France de volley, mais qui était techniquement, à une époque, il a eu à choisir entre le football et le volley. Et il est parti dans le volley. Et c'était quelqu'un qui avait un don. En tennis, il jouait pas au tennis. Je m'entraînais avec lui. Quand il était en stage préparatoire chez lui en vacances, j'avais la chance d'avoir mes deux sœurs qui jouaient un bon niveau en volley, dont une, Christelle, qui a joué en National 1B, en surclassement, donc qui lui a posé, comme toi, des problèmes de dos après, par la suite. Mais quand on s'entraînait avec Eric, moi, il me mettait un banc, je m'en rappelle. Je grimpais sur le banc pour avoir les mains. Ma sœur qui était passeuse, la deuxième sœur qui était au service, à la réception, on envoyait le ballon et Eric s'entraînait au smash. Je peux vous dire l'état de mes mains après une séance d'entraînement au smash. Moi, j'étais chargé de faire le contre. Je faisais rien, j'étais poussé. C'est les mains qui prenaient. Et ouais, j'ai vu ce que c'était le sport de haut niveau. Et c'est vrai que je pense, aujourd'hui, j'aime peut-être ça parce que j'ai pas réussi à y être. Et donc, je les respecte, quel que soit le sport. Du coup, par rapport à tout ce qui est objectif de performance, tout ce qui peut être aussi lié à la partie finance, que ce soit dans les équipes, dans les teams, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? J'ai pas bien compris la question, Benjamin. Est-ce que... Toi, d'un point de vue extérieur, en tant que spectateur ou consommateur de sport, tu penses que... Quel impact a l'argent? Est-ce que tu penses que vraiment tout ce qui est lié ça peut être, je sais pas, le sponsoring, ou c'est vraiment très très important? Est-ce que vraiment tu penses que les teams mettent beaucoup de pression dans l'objectif de performance et de résultat? Moi, je pense que dans n'importe quel sport aujourd'hui, tu as une obligation de résultat. Forcément, le sportif a une pression, mais le team qui l'encadre, plus particulièrement dans les sports où il y a beaucoup d'argent, tu as forcément une pression et une obligation de résultat, quoi. Ça retire pas le côté humain. En fait, moi, c'était pour savoir, toi, ce que tu as ressenti peut-être des fois en interne, c'est parce qu'il y a pression et pression. Est-ce que tu penses que c'était vraiment une pression qu'on peut dire limite toxique, ou c'est une pression plutôt positive pour aller de l'avant, encourager la personne, encourager l'athlète? Moi, je pense que la pression,
le team, par exemple, si on parle de l'équipe suisse, ou sur le Tour de France, l'encadrement de l'équipe Saint-Michel, elle a, elle, la pression. Mais elle fait tout pour ne pas la transmettre à ses acteurs sur le terrain. On essaye de créer, c'est important, une bulle pour le sportif. Le sportif, si on veut qu'il ait du résultat, on sait qu'il ne faut pas le perturber. Il faut mettre tout à sa disposition pour qu'il soit concentré sur sa performance. Donc en fait, dans le sport, effectivement, il y a une pression. Si on parle du cyclisme aujourd'hui, et je ne trahis pas un secret, quand on s'intéresse au cyclisme, quand on fait des revues de presse qui parlent du cyclisme, on sait qu'aujourd'hui, les équipes sont scindées, on va dire, en deux dans le milieu professionnel. Il y a les grosses équipes qui ont des budgets, comme on dit, au sein du peloton sans limite. Si on prend UAE, etc., on a des équipes à fort budget. Et tous les meilleurs coureurs. Voilà. Et comment exister par rapport à eux quand aujourd'hui, par exemple, nos équipes françaises ou d'autres sont menacées de disparition parce que c'est la course au sponsor. Le sponsor, lui, va adhérer en fonction des résultats, en fonction s'il aime quand même le cyclisme et les valeurs que l'équipe va porter. C'est un tout. Mais à partir du moment où il a décidé d'y aller, le team, il doit tout faire pour satisfaire son sponsor. Et le team devient l'ambassadeur, par la même occasion, du sponsor. Et oui, c'est lui qui renvoie l'image du sponsor, au final. Qui renvoie l'image du sponsor. Donc, en fait, bien sûr que le team a la pression. A une pression aussi de résultat. Et dans le foot, une pression de résultat aussi par rapport aux supporters. Parce que taux de remplissage des stades, etc. C'est sûr que dans le rugby... Ce que tu as moins sur le cycliste. Pardon, dans des sports... hyper médiatisé, comme surtout le foot, tu as forcément la pression. Dans le rugby, ça commence. Le vélo reste un sport populaire gratuit pour le public. C'est ce qui fait aussi son charme. Mais d'un autre côté, il y a quand même des gros enjeux financiers, quoi. Donc, tu gardes quand même un côté humain dans la team. Parce que justement, tu veux soigner... Mais c'est vrai que c'est dur de garder un côté humain, parce que souvent, t'entends, c'est ce que tu soulignais, t'entends que si par exemple, dans le Tour de France, t'as pas une équipe qui est peut-être en voie de disparition, les petites teams, entre guillemets, du Tour de France, tu kiffes en Tour de France. Hormis la team, est-ce que t'as un coureur, est-ce qu'il y a beaucoup Pogacar, pas Pogacar, Vingegaard, pas Vingegaard Je m'intéresse pas. Pogacar, Vingegaard... pas les coureurs qui m'intéressent, j'ai un profond respect pour eux parce que ils gagnent, etc. Moi, j'ai toujours aimé les petits teams. Même quand je regarde, par exemple, en foot, la Coupe de France, je suis fin heureux quand j'ai une petite équipe qui sort. D'ailleurs, cette année, il y a de belles surprises. Il y a de belles surprises, ouais. Donc, j'aime parce qu'elles ont beaucoup de mérite. Elles se battent pour aller chercher des sponsors, elles se battent pour exister, etc. Donc, j'aime bien cette équipe-là. Après, sur les équipes, quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, j'aime par exemple Decathlon AG2R. J'ai fait un stage au mois d'octobre avec eux, je suis parti une semaine avec eux à Chambéry. Et c'est vraiment une équipe que j'aime, mais qui est déjà aujourd'hui Dominique Serriès, qui est le nouveau manager, qui a remplacé Vincent Lavenu dans des conditions un peu épiques. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, moi quand j'ai commencé petit à regarder le Tour de France, ça se nommait que AG2R. Et après, ça s'est nommé Decathlon AG2R. Ouais, si on remonte plus loin, il y avait encore d'autres noms, mais aujourd'hui, c'est devenu Decathlon AG2R. Et Dominique Serriès qui a pris la tête, qui est devenu le manager. Dominique Serriès, c'est un parcours, c'est respect, monsieur. Il a gagné, je crois, un Dakar en tant que copilote. Et il est devenu, dans son parcours, je crois, il était le manager général de Mitsubishi Sport, où il encadre, je crois, 4 ou 5 victoires de Dakar, président par intérim du Racing 92, directeur général d'Athéna, à Paris, je crois, d'un grand centre sportif, et d'un seul coup, il vient
chez Decathlon et ils restructurent tout. Et je retrouve, lors de ce stage, une organisation qui arrive comme un peu ce que j'ai vécu avec l'équipe suisse, quoi. Là, il est vraiment... je pense qu'ils devraient, avec les moyens qu'ils ont, et c'est, je pense, l'équipe française aujourd'hui qui a le plus de moyens. D'ailleurs, là, en ce moment, c'est qui leur leader? Bon, il y en a plusieurs, ça change. En fait, le leader du Tour de France cette année, je ne sais pas qui ça va être pour Decathlon AG2R, mais j'ai un œil sur le petit dernier qui vient d'intégrer. Il était junior, il vient de passer directement pro, et on en parle beaucoup dans la presse. C'est une pépite. Alors, comment elle va exploser par la suite, j'espère pas en plein vol, mais elle va se construire. Et il a été champion du monde de contre-la-montre, je crois, junior. Et il n'est pas passé par la transition avec l'équipe Espoir. Il a directement signé son contrat pro. Il a fait une belle prestation, je crois, sur le Tour de... Je crois que c'est le Tour de Provence. C'est quelqu'un que je vais suivre. Après, j'aime bien paraît peintre, au sein de la team, etc. J'ai échangé un peu avec les coureurs. C'est un univers différent, le cyclisme du foot. Mais je pense que Dominique, avec son team, là, est vraiment en train de le professionnaliser pour justement le résultat. Je me demande, parce qu'il ne me l'a pas dit, ou s'il me l'a dit, je ne peux pas le dire, mais moi je me demande si dans les 3 ans à venir, il ne construit pas son équipe pour avoir l'objectif de gagner un grand tour. Ouais, ou de faire un podium. De faire un podium, mais de gagner un grand tour. Et ça va être difficile à aller chercher. Il y a du travail, il y a de l'organisation. Parce que c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Suivant les stratégies, tu as plus des équipes qui vont viser quelque chose pour accompagner le leader et plutôt un classement, et d'autres qui c'est plutôt des victoires d'étape. Après, tu as les objectifs sont pas les mêmes. C'est un peu comme dans le foot. Mais tous les sports sont pareils. Dans le foot, tu as des équipes qui vont jouer le maintien. Oui, mais dans le vélo, d'ailleurs, il y a des reportages sur Netflix qui sont sortis. Et les gens qui s'intéressent pas trop au vélo, je pense qu'ils n'ont pas conscience que c'est autant stratégique. C'est très stratégique. Après, au sein du Tour de France ou dans les autres courses, parce que si on regarde un calendrier international World Tour de l'UCI, il y a une paire de courses là, qui ont démarré. Et les équipes, il faut savoir que je crois qu'on a 15 ou 18 de mémoire équipes qui sont World Tour, et elles sont parties pour 2 ou 3 ans. Et, au bout de 3 ans, en fonction du nombre de points, soit elle se maintient, soit elle descend. C'est ça. Et là, 2025, on est dans la dernière année. Donc, tu as des équipes qui vont jouer comme en foot le maintien, c'est-à-dire aller chercher le plus de points possible. Juste pour être maintenu à ce pour niveau-là. Pour être maintenu en World Tour. Et important pour les sponsors. Pour pouvoir, par exemple, faire le Tour de France, ou sinon ils ne pourront plus le faire. Oui. Alors après, si tu es... pour vulgariser, pour les gens qui ne connaissent pas le cyclisme, dans l'équivalent de la Division 2, le Tour de France invite des équipes. Oui, il y a les invités à chaque fois. Voilà, mais tu n'es pas sûr d'y être. Pas sûr d'être l'invité aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Si tu prends, par exemple, Total Direct Energy, n'est pas une équipe World Tour, c'est une équipe de Division 2. Mais qui est invité. Parce qu'il y a quand même un certain niveau dans la Division 2. Et... Alors après, tu as des victoires, tu as des équipes qui vont viser une victoire d'étape. C'est important, une victoire d'étape sur le Tour de France. Tout le monde, toutes les équipes ne vont pas avoir une victoire, parce que le Tour de France, c'est le plus gros événement cycliste, on va dire. Je crois que c'est le 3e événement mondial, le Tour de France, et c'est tous les ans. Mais tu as aussi les 2 autres grandes courses, qui sont la Vuelta et le Giro, qui sont un peu moins médiatisées en France, mais qui sont quand même suivis. Puis après, tu as des courses mythiques comme le Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, etc. Quoi. Mais le cyclisme est un univers difficile, et je pense que, pour revenir à ta question, c'est le staff, c'est l'encadrement qui a la pression vis-à-vis la pression financière. Après, le sportif, il se la met, parce que c'est sûr que plus il gagne, plus il est payé. Et puis il y a la sélection dans l'équipe aussi. Hein. Et plus les sélections, etc. Donc, lui, il gère d'autres émotions, d'autres challenges.
Mais il a sa pression à lui, qui n'est pas la même que celle du manager, et c'est normal. D'où l'intérêt du staff de soulager toute cette pression pour qu'il puisse se concentrer sur son sport et sa performance. Ouais, c'est amené... dans certains sports, ouais, je pense que c'est limite infantilisation. Puis souvent, dans le foot, pour reprendre le foot, ils ont tellement un nombre de matchs dans l'année que tu entends souvent la phrase « ils choisissent un peu leur match ». Et je pense que c'est un peu la pression consciente ou inconsciente. Tu as des équipes, des fois, pour reprendre le championnat de France en Ligue 1, ben, elles font des matchs où elles vont avoir tendance à perdre contre des équipes qui jouent le maintien. Par contre, elles te sortent le mercredi qui suit un gros match en Ligue des Champions. Oui, puis il faut... je pense qu'il... tu peux pas être à fond tout le temps. Voilà, tout le temps. je pense que l'humain reste l'humain. Et c'est comme toi, Gaëtan, ou toi, Benjamin, ou moi. Je veux dire, tu as des jours où tu es en super forme, motivé par certaines choses, certains objectifs, et d'autres où la journée elle est plus dure. Et ce qui est valable là est valable pour eux. Il y a des jours où eux, ils vont essayer d'avoir... Je pense que le sportif de compétition à haut niveau va essayer d'avoir le plus de régularité possible, donc d'être le moins mauvais, de ne pas avoir un jour sans, ou trop de jours sans. Et donc, ce qui va jouer, c'est sa régularité est un très bon niveau. Et puis après, ils vont avoir des pics où ils vont exceller, et voilà. Et il y aura aussi des jours avec et des jours sans, comme tout humain. Mais toi qui as une âme de businessman, entrepreneuriat, tu arrives à faire des liens du coup entre les valeurs du sport et les valeurs de l'entrepreneuriat. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Moi, je pense qu'il y a vraiment un lien entre aujourd'hui les valeurs de l'entreprise et les valeurs du sport, oui, c'est clair. C'est du sportif. C'est quoi les 3 valeurs principales clés que tu mettrais en lien entre le sport et toi, ta vision? Ou même que toi, à titre personnel, vraiment tes valeurs par rapport à la perspective de développer un business ou une entreprise? Ouais, les valeurs alors, c'est pas guerrier, mais de combat, de surpasser, l'envie de surpassement, la lucidité, aussi c'est important de rester lucide, et c'est important aujourd'hui dans le travail d'être lucide, et aussi des valeurs de résilience qui sont importantes dans le sport, d'humilité, mais de force, de combat, de vouloir aller de l'avant, de ne pas baisser les bras, surtout dans les moments difficiles. Et on retrouve ça dans l'entreprise, quoi. En fonction de ce qu'elle vit, l'entreprise, des événements économiques extérieurs. Il peut y avoir aussi des tensions internes dans l'entreprise. Il faut pouvoir s'adapter aussi. L'entreprise est en perpétuelle adaptation au monde économique, au monde extérieur, au monde social. Et un sportif, je pense qu'il doit faire de même. Il se remet bien souvent en question. Et le doute. Je pense que le doute pour un sportif est important, c'est ce qui permet la remise en question. Pas la peur, c'est le doute qui amène la remise en question. Et je pense que la remise en question, elle est importante. Elle permet de progresser. Et en même temps, quand on fait un changement de direction, même minime, ne pas trop douter pour maintenir ce cap, pour au moins aller au bout de cet essai aussi. Ouais, il y avait, je sais plus quel chef d'entreprise disait dans ma vie, le chef d'entreprise, tous les jours, je dois prendre 10 décisions, j'en prends 6 mauvaises, 2 qui prêtent pas à conséquence et 2 excellentes. C'est un peu ça, quoi, la vie. À partir du moment où tu prends, par exemple en cycliste, dans la stratégie, vous avez pris la décision d'attaquer, t'attaques tout en essayant de gérer au mieux ton effort pour pas avoir la défaillance. Et puis il y a ça, donc tu luttes avec ton corps, avec ton esprit, ton conscient, pour vraiment gérer l'objectif que tu t'es fixé. Et tu dois aussi tenir compte de la réaction des autres par rapport à ce que tu viens de faire. Donc c'est assez passionnant, et tu retrouves ça aussi dans l'entreprise quelque part. Et après,
ce challenge que tu t'es mis, qu'à partir du moment où tu essayais d'attaquer avec les moyens que tu avais, en étant en pleine conscience de ce que tu fais, soit ça va au bout, soit tu l'as mal géré, tu passes en zone rouge par exemple, et t'exploses dans le dernier col, et tout ce que tu as construit, ben voilà, tu as tenté. Tu pas de remords, tu peux avoir que des regrets. Et c'est pas passé. Ou alors, il y en a un qui t'a surpassé. Donc, c'est énorme les sensations que tu vis. T'as l'esprit compétitif. Moi, j'adore la compétition. Ils me font tous les sportifs de haut niveau. Mais toi, à titre personnel, est-ce que toi, ouais, t'as l'esprit... j'aime le challenge. Voilà. J'adore Okay. le challenge. Et du coup, tu essayes de te challenger toi vis-à-vis de toi-même ou plus par rapport aux personnes, un mélange des deux? Non, tu te challenges par rapport à toi-même. Tu te challenges pas par rapport aux autres. Tu vis pas par rapport aux autres. Déjà, connais-toi toi-même, vis toi-même. Ça te permettra peut-être de comprendre les autres, quoi. Il faut rester humble. Par contre, titre perso, ouais, j'aime le challenge. Donc quand je vois, j'ai eu la chance avec cette remorque, tu vois, de rencontrer mes Coupes du Monde d'escalade. Ça venait du monde entier. C'est un autre sport, c'est un autre univers, etc. Mais c'est aussi impressionnant. Le rugby, à l'automobile, à la moto, le foot, le rugby, bientôt le tennis. Tous ces sports, quelque part, ils sont différents, mais le sportif, avec sa de haut niveau, avec sa mentalité, ils ont des traits communs, beaucoup de traits communs, quel que soit le sport. Et si tu as une personne qui nous écoute et qui aimerait essayer d'axer son amélioration sur la prise de décision, est-ce que tu aurais des conseils, toi, à lui donner? On dit toujours que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc je suis loin d'être un exemple pour donner. J'aime pas donner des conseils. Non, mais ça peut être des billes ou toi, vis-à-vis de toute l'expérience que tu as d'un jeune qui peut nous écouter. Il faut qu'il aille au bout de ses rêves, qu'il construise ses rêves. Je serais tenté de dire, au mieux, il y a ceux en fait qui rêvent leur vie et il y a celui qui a une vie de rêve. Alors la vie de rêve, ça ne veut pas dire être sous les palmiers et être milliardaire. La vie de rêve, c'est la vie que tu as envie de te construire, que tu as envie de te construire. Tu peux avoir une passion pour la cuisine et rêver d'être un grand cuisinier. Tu peux avoir une passion pour le sol, la vie, la nature et rêver d'être agriculteur. Peu importe le rêve que tu as, construis-le. Et tu auras ta vie de rêve. Que celui qui rêve sa vie, il devient envieux parce que, en fait, il est dans l'imaginaire. C'est un peu ce que j'essaie simplement d'expliquer dans l'éducation que je donne à mes enfants. Ça me fait rire parce qu'en ce moment, je suis en train de terminer le livre qui s'appelle L'Alchimiste. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Pour faire simple, c'est un berger. Et du coup, ce berger-là, il est dans un questionnement permanent de se dire, est-ce que vraiment, au plus profond de moi-même, est-ce que je veux être berger toute ma vie ou est-ce que tu vois, c'est un peu cette vision-là. Donc c'est pour ça que ça me faisait rigoler par rapport à ça. Ouais, c'est plus... Est-ce que vraiment, en profondeur, c'était vraiment son rêve d'être berger? Ouais. Ou est-ce que c'est parce que la vie l'a amené à être berger? Et puis il rencontrait pas mal du monde sur sa route, en déplaçant à chaque fois ses troupeaux. Et du coup, il se disait, est-ce que vraiment je suis dans ma branche? Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que j'essaye autre chose? Tu vois, il sentait qu'il allait pas au bout de ses rêves, au bout de son espace personnel, il était quand même vachement réduit. Dans son épanouissement au maximum. Remise en cause. Voilà. Le doute. Et pour les enfants, moi j'en ai encore un de 12 et de 10, c'est ce que j'essaie de leur donner comme valeur, de leur inculquer, quoi, parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément peur, moi, de tout ce qui est réseaux sociaux, etc., TikTok, de tout ce qu'ils peuvent voir sur écran. Et je le vois quand je me suis occupé des jeunes au foot, les rêves, je trouve que des fois, ils sont dans l'irréalité plus qu'on ne l'a été, nous, à une époque où on était gamin. Et c'est ce qui me fait peur. La masse d'informations qu'ils emmagasinent, vrai ou faux, à cet âge-là, ils n'ont pas les capacités de savoir si c'est vrai ou faux, et de se construire un univers qui soit un univers artificiel, quoi. Et de leur faire comprendre, c'est un peu le problème des enfants qui rêvent tous de devenir footballeurs. On l'a tous rêvé.
Sauf que ils n'ont pas conscience du travail et des sacrifices qu'il faut accomplir pour devenir un sportif de haut niveau, quel que soit le sport. Ouais, ils ont tendance à voir que les paillettes et... Voilà. On leur montre aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a autour, parce que derrière, il y a tout un marketing des marques. Et alors que aujourd'hui, je pense que un enfant qui a conscience, ou à qui on inculque la conscience qu'il peut y arriver, mais pour y arriver, il va y avoir un certain travail, et lui apprendre à aimer le travail. Ouais, parce que À aimer. c'est ce que j'allais dire. Trouver du plaisir dans le Si travail. on te donne tout de suite le résultat, est-ce que tu aurais la saveur d'avoir tout de suite... Voilà. Non, Bah, c'est c'est un peu ce qu'on vend aujourd'hui à la jeune génération par les réseaux et moi ce que je retrouve au cabinet quand je discute avec certains enfants de 9, 10, 11, 12, 14 ans où tu as ce côté de « Ah mais il faut que je travaille pour obtenir quelque chose ». Oui, et de leur dire, il y a des choses qui sont pas possibles aujourd'hui pour un jeune aujourd'hui qui s'entraîne. J'ai un copain qui me disait, j'ai pas réussi dans le foot, parce que quand je suis arrivé à 16 ans, j'étais en centre de formation, j'ai préféré les copains, l'alcool et les gonzesses. C'est un choix de vie, c'est un choix que tu fais. Mais celui qui va être professionnel, à 16 ans, quand il est en centre de formation, il n'est pas en train de sortir en boîte de nuit, de s'amuser avec les copains, à boire des bières, voire fumer des pétards et être avec les filles. Je veux dire, il est en centre de formation, il faut savoir qu'un gamin dans le foot, quand il part en centre de formation, aujourd'hui, ou alors qu'il est déjà détecté jeune, il va quitter le domicile de ses parents. Il y a assez d'émissions que vous pouvez regarder, où des jeunes ont quitté l'univers familial. Et quitter l'univers familial à 13, 14 ans, c'est pas évident. Dans le sens où tes parents, tu les vois pas tous les week-ends en plus. Tu les vois plus aux périodes de vacances. Sauf si tes parents se déplacent pour te venir voir en match. Mais bon, ça va. Si tu perces dans le foot et que tu habites Sisteron et que tu es pris à l'OM, les parents ils peuvent encore venir te voir les week-ends. Je veux dire, quand tu es pris dans un centre de formation à Lille et que tu habites Sisteron, c'est pas la même histoire. Donc, le gosse, il se rend compte des sacrifices qu'il a fait plus tard, mais il faut quand même avoir cette volonté et d'être aidé par les parents, justement, et que les parents amènent un soutien qui est différent de la présence de tous les jours, pour que le gamin puisse s'épanouir en centre de formation et pas vivre le vivre mal, quoi. Et pour moi, ça, c'est des sacrifices. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes enfants aujourd'hui. Et ça tombe pas comme ça tout cuit, quoi. C'est pas parce qu'on t'achète une paire de crampons à 150 €, qu'on t'achète les meilleurs protèges tibia, le plus beau short et le plus beau t-shirt, que tu vas être le meilleur joueur. Et aujourd'hui, la publicité, la communication fait croire ça aux enfants. Oui, je veux la paire de Cristiano. Ils s'identifient. Voilà, exactement. La com, elle est là pour t'aider à t'identifier à ton joueur. Elle est là pour que les parents disent « Ah ben ouais, d'ailleurs, de pression des enfants ils sont très forts, les marques. Faut le souligner qu'ils sont très très forts. Et après, il y avait Choupi, on l'appelait Choupi, qui était celui qui préparait les chaussures des joueurs. Donc il avait une chambre qui avait été aménagée en atelier et qui prépare les semelles, les chaussures, etc. des joueurs, de chaque joueur, moulés à leurs pieds, etc. Et je lui ai demandé, on discutait comme ça, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faut comme chaussures pour mes gosses. Il m'a dit surtout pas les plus chères. Moyenne gamme, c'est parfait. Et il m'a expliqué pourquoi. Bon, c'est un autre débat, ça. Surtout que les enfants, ils vont grandir de pointure, tu vas faire que les changer. Oui. Et puis je pense que au niveau de la formation du pied, des appuis, du maintien, il doit y avoir Oui, donc voilà, c'était on parlait de valeurs, d'entreprise, etc. Ça démarre aussi avec l'éducation de notre propre jeunesse. Et toi, si tu avais carte blanche en termes de revenus, et que tu pouvais par exemple acheter un club ou une équipe, tu te dirigerais plus dans le vélo du coup? Ouais, j'aime tous les sports, mais je pense que si je gagnais au loto, que je devais financer une équipe, je pense que ce serait une équipe cycliste. Pour faire le Tour de France. Équipe. Comment? Plutôt une petite équipe du coup, pour essayer de la monter. Avec un challenge. Et puis, pourquoi le cyclisme? Parce que ça reste, pour le public, un sport populaire, c'est-à-dire gratuit et accessible à tous. Et ça, j'aime. Toi, tu te dirigerais dans quel sport?
En vrai, je sais pas. Le cyclisme, j'aime faire du vélo de route, mais je le suis pas forcément. Après, moi, c'est vrai que je suis aucun sport, en fait. J'aime le rugby, mais j'aime regarder un match de temps en temps. C'est pas un domaine qui m'attire particulièrement. Donc, Tiré dans quel secteur alors? je pense que demain, je gagne au loto. Je pars dans l'IMO. Je continue dans l'IMO. Ou alors, après, peut-être plus dans la santé, pour le coup. Moi, je me redirigerai plus dans un investissement dans un centre de rééducation avec des méthodes un peu plus modernes, avec, je sais pas, renouveler un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui en France, où, pour moi, on est un peu en retard. Comparé à certains pays, style Canada, Suisse, même les Allemands commencent à nous dépasser. Il y aurait des trucs à faire en France où, pour moi, on met pas les moyens, et que ce soit en termes de formation des soignants, où je m'investis énormément là-dedans au niveau local. Mais moi, j'investirais plus dans le secteur de la santé. Moi, je pars direct dans le foot. Ouais, mais t'es un fanatique. Il y a le rugby aussi qui est bien. Oui, non, mais je dis le foot. Après, il y a même moi en tant que nageur, mais c'est pas pareil. J'aime un peu tous les sports. Oui, mais toi, tu suis le sport, tu suis les matchs, tu suis les tournois, tu suis. Moi, c'est un truc qui m'arrive jamais. Oui, mais ça pourrait t'animer. Ça pourrait quand même t'animer. Bah, de dire j'ai une équipe. Non. Tu vois, tous les noms de joueurs dont vous avez parlé, j'en connais aucun. Tu vois, genre, tu me demandes du résultat de n'importe quel match, de n'importe quel sport qui s'est passé dans la semaine, j'en connais aucun. Ça m'intéresse pas. Du coup, c'est pas du tout quelque chose qui t'anime. Ah, mais pas du tout. Laisse tomber, on va le virer. Alors que j'adore faire du sport. Oui, oui. Mais suivre du sport, idolâtrer une équipe, un joueur, un machin, j'ai du respect pour tous les sportifs parce que c'est des valeurs que je prône, mais c'est pas un truc qui m'anime de me poser il est plus dans le sport santé. Ce qui est très bien. Ouais. On n'idolâtre pas. Je pense pas que. Non, moi, c'est pas idolâtré parce que je regarde mon match, je prends du plaisir. un C'est terme vecteur extrême, d'émotion. Mais oui. C'est vecteur d'émotion, qu'elles soient positives ou négatives, en cas de défaite, etc. Bien sûr. C'est vecteur d'émotion, c'est porteur d'envie, de dynamisme. Voilà, le sport est vecteur d'émotion, quel que soit le sport Puis aller chercher la perfection. Le sport santé, aujourd'hui, a une importance primordiale. Le sport santé des jeunes, être dans la prévention, on fait une fois par an, à titre bénévole, un festival qu'on appelle Une vie en sport, où on a déjà fait à Laragne, à Vennes, et cette année, ça devrait être dans une autre ville du 05, où des sportifs de haut niveau viennent à la rencontre des jeunes pour parler de leur histoire. Alors, le choix des sportifs, c'est pas un sportif linéaire qu'on cherche, qui ait une vraie histoire. Justement, on parlait de valeurs, de sacrifices, etc., et d'accidents de la vie aussi, et qui viennent à la rencontre des jeunes pour leur dire une vie en sport, pourquoi pas toi? Ça s'appelle. Et le but, c'est de leur faire comprendre qu'on peut devenir un sportif professionnel, vivre de son sport, sans être une étoile, et aussi qu'on peut avoir des accidents de la vie qui font que tu réorientes ta carrière professionnelle dans le sport, mais sans être le sportif que tu as rêvé d'être, ou pour lequel tu t'es construit. Par exemple, j'adore l'humilité. À Vennes, on avait Fabien Mercadal, que les Sisteronais connaissent, que tout le monde connaît dans le département, parce que il est connu aujourd'hui pour être un entraîneur de Ligue 2. Il a entraîné en Ligue 1, mais beaucoup en Ligue 2. Et ce que je connaissais pas de lui, c'est que quand il s'est adressé aux enfants, qu'il a raconté son parcours professionnel, Fabien Mercadal devait être joueur professionnel à l'OM. Et que le jour où il doit, de mémoire, rentrer, faire son premier match, il a une grave blessure au foot, une grave blessure à la cheville, et les médecins lui annoncent qu'il ne sera jamais plus joueur professionnel avec la blessure qu'il a. Et il faut beaucoup d'humilité et de résilience pour dire et se réorienter vers la formation, l'entraînement, passer les diplômes, et il s'est construit sa vie par rapport à sa passion, et il est quand même réussi à être coach en Ligue 2 et Ligue 1, ce qui est merveilleux. Et aujourd'hui, encore plus d'humilité, puisqu'il quitte la Ligue 2
pour s'occuper au sein du district des Alpes du développement du football dans les Alpes, et il amène tout son savoir pour nos petits gamins. Et je pense que d'expliquer ça aux enfants, c'est hyper important. Hyper important. Jérôme Thomas, par exemple, qui est venu, médaille d'argent, médaille de bronze au JO, boxeur le plus titré en France amateur, aujourd'hui, qui est quelqu'un qui a été au sommet de la gloire, on va dire, en boxe amateur, et qui, dès qu'il arrête, sombre dans l'alcoolisme, etc., à la limite de devenir une épave, et qui aujourd'hui mène un nouveau combat. Ça fait 1 an qu'il est abstinent et qui se tourne vers la jeunesse pour expliquer, etc. Puis c'est des gens, moi ils expliquent ça, on avait dans la salle à Vennes les poils qui s'hérissaient. Et Eric Wolfer, qui est venu aussi, que je parle, qui est un enfant, et là il sort sa biographie, qui a un parcours qui est complètement atypique, qui était OK à l'école avec moi, mais qui a été adopté, donc abandonné par sa famille, adopté. Une jeunesse, une enfance, on va dire une adolescence difficile, de Lorraine, centre de... Alors c'est pas un centre de rétention ou une prison, mais centre pour les enfants difficiles à Briançon, etc. Il aurait pu très bien aller dans la délinquance. Il est sauvé par le sport et il devient un sportif de haut niveau. Et aujourd'hui, il transmet tout ça à des enfants handicapés. C'est des histoires merveilleuses qu'il a racontées pour nos enfants. Donc ça, on le fait 1 fois par an. Quelle serait pour toi une phrase qui reprend ta philosophie de vie? Oh, c'est une colle. Être heureux et profiter de l'instant. Magnifique. Être heureux, profiter de l'instant, parce que la vie est courte. Plus on avance, plus elle passe vite. Donc vraiment profiter de ce que la vie nous donne, avec les moyens qu'on a, voilà, et être heureux de ce que l'on a, ou de ce qu'on a réussi à acquérir. On peut en finir là-dessus, c'est parfait. Sur ce, merci de nous avoir écoutés ou regardés suivant la plateforme où vous êtes. On vous dit à la prochaine pour un prochain épisode des fameux. À bientôt. Ciao.